Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et dans cette nouvelle saison du podcast. On est enfin de retour après un début d'année un peu compliqué. J'ai personnellement des missions dans un club professionnel désormais, donc c'est un peu plus compliqué de s'organiser. Il y a un peu moins de temps disponible, mais on va reprendre le rythme avec des podcasts et des épisodes toutes les semaines. C'est promis. Aujourd'hui, on recommence avec Perrine Cheminot. Son nom vous dit peut-être rien, elle est conseillère technique des officiels dans la Ligue des Pays de la Loire, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de l'organisation des arbitres, de leur formation, elle est également elle-même arbitre en NM2 et en NF1, et également joueuse en NF3. Mais la raison principale pour laquelle on a décidé de l'inviter dans le podcast, c'est qu'elle est en train d'écrire une thèse sur la gestion du stress pour les arbitres et comment trouver des solutions pour mieux le gérer individuellement mais également collectivement. Et donc on voulait mettre cette personne brillante à l'honneur également pour parler de son histoire, pour parler également de l'arbitrage, des difficultés rencontrées, de sa thèse, de la volonté d'améliorer le monde du basket à travers l'arbitrage, à travers de meilleures relations entre l'arbitrage et les entraîneurs et les joueurs. C'est tout de suite, on espère que ça vous plaira et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'analyse. Ciao ciao. Plutôt je préfère que, comme je te disais tout à l'heure, on commence par parler du basket, quoi, de Ouais, comment t'es tombé dans la marmite étant petite. ouais, carrément. Bah écoute, moi je suis pas du tout issue d'une famille de basketteurs. Mon papa il faisait du tennis, ma maman elle a fait de la danse, un peu du tennis après. Et j'ai découvert le basket en fait à l'école. Sur une intervention en CM2, ça m'a plu mais pas forcément donné suite. Et après au collège il y avait une section basket que j'ai intégrée en deuxième partie d'année scolaire. Et à partir de là en fait, j'ai adoré et j'ai construit, on va dire, toute ma vie au fur et à mesure autour de ça, quoi. Donc, j'ai fait la section, j'ai commencé du coup le basket en club, où j'ai du coup commencé, c'était en Benjamin, et j'ai commencé à partir de la deuxième partie de Ok. saison, dans un petit club à la Tessoire, à côté de Cholet. Et là, il y avait une salariée qui jouait en N3 à Cholet Basket à l'époque. Et en fait, elle m'a pris sous son aile et au fur et à mesure, elle m'a même entraîné individuellement. Et elle m'a envoyé à Cholet Basket où j'ai intégré l'équipe de Minime France alors que j'avais 2 ans et demi de basket, rien de fou quoi. Ouais. J'avais pas encore forcément le niveau. Et j'ai fait une année de Minime France où on finit d'ailleurs en poule haute et on va jusqu'en quart de finale, je crois. Donc super expérience. Et derrière, j'ai enchaîné, j'ai fait cadette région et j'ai rapidement intégré après aussi une équipe senior. Au bout de ma deuxième année de cadette, j'étais déjà en senior au niveau régional. Ok. Et donc toujours à peu près dans les clubs aux environs de Cholet. Et ensuite pour les études, parce que je suis partie en STAPS à Nantes, j'ai dû changer de club. Et au début, j'étais dans un petit club de régional. Et j'ai intégré après le club de la Sarrogatien où Thierry Moulet est venu pour coacher. Donc quand même un technicien un peu improbable à ce niveau-là parce qu'à l'époque on était en pré-national filles. Ouais. Et on est monté, on a fini première de pré-nat et on a gagné aussi la coupe des Pays de la Loire cette année-là. Et ensuite, on a intégré la N3 et ça fait maintenant 5 saisons qu'on est en N3 avec une saison l'année dernière où on a joué sur le dernier match, le match de la montée pour la N2 et malheureusement on perd de 2 points contre le BCS Pérosé. Donc on est reparti cette année pour encore une saison en N3. Que tu commences à bien connaître maintenant la N3 du Et coup. exactement, c'est vrai. Et j'ai jamais autant progressé que tu vois mes années avec Thierry à la Sarro là. Enfin, tu dois t'en douter, toi qui connais un peu la philosophie et comment il voit le basket, puisque c'est à peu près comme ton papa. Donc franchement, c'est l'idéal. Une personne exceptionnelle que je salue d'ailleurs si jamais elle tombe dessus. Ouais, Euh, Thierry. Et du coup, ça a commencé par l'EPS en fait, tu disais. ouais. Ou pas exactement, c'est un club qui est venu faire une intervention dans une école. Mais je m'en rappelle plus exactement, tu vois, comme quoi.
Mais on a eu une intervention basket et ouais, je pense que je sais pas si c'est un intervenant de club ou qui était venu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, tu vois, j'ai vraiment commencé après au collège avec la section. Ils avaient Ouais. une section basket et tu vois, quand tu arrives dans un collège où tu connais pas non plus énormément de monde, tu fais des activités extrascolaires, donc la chorale, l'AS, et du coup j'ai commencé le basket et je me suis fait des copines qui étaient en section, et donc je suis partie là-dedans et après engrenage, mais comme quoi tu vois, parce que j'avais vraiment pas les codes à l'époque, donc t'arrives, tu te dis c'est un milieu quand même particulier et quand t'es pas du tout issu de là, t'as pas de référent, donc Et c'est important de le dire ça parce que je pense que parfois on s'en rend pas compte quand t'es né dans ça ou mm, quand t'as beaucoup joué ou tu joues depuis longtemps, t'oublies presque ça. Je sais pas si toi ça t'arrive parfois même d'oublier qu'il y a des gens qui connaissent pas les codes, ouais, mais il y a des codes. Il y a des exactement. choses qu'on fait, c'est comme ça, c'est carré, c'est machin. Et quand t'es là et que tu sais pas ce que c'est, ça peut être perturbant. Exactement. Et tu vois, je remarque maintenant aussi qu'il y a des codes différents selon les niveaux. Tu vois, tu joues à un certain niveau pour le plaisir et tout, t'as pas du tout les mêmes codes que quand tu commences à évoluer. Et après, bah, au niveau professionnel, c'est autre chose. Mais ok, t'as un aspect un peu commun, mais t'as quand même des particularités qui, au fur et à mesure, t'as une rigueur différente, t'as un vocabulaire différent. Donc, Quand tu dis vocabulaire différent, c'est un vocabulaire plus ou moins technique ou même ou même ça s'étend plus que ça. bah, d'abord technique, tu vois, quand tu es immergé dans le monde du basket et tu parles basket toute la journée, tu sais, t'as des mots bah, anglais, euh, même des aspects techniques qui sont particuliers et tu t'en parles avec quelqu'un qui fait du basket mais qui est pas du tout dans ça, qui fait ça pour le plaisir ou même à un certain niveau, hein, bah, Ouais. il sait pas du tout de quoi on parle. Faut adapter la Ouais, langue. exactement. Et tu vois, même à un niveau intéressant, hein, parce qu'il y en a pas beaucoup non plus qui regardent beaucoup de matchs, etc. Quand vraiment tu commences à t'intéresser, et t'as des codes quand même spécifiques, hein. Et du coup, ces codes-là, comment tu les as eus, toi? Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, quand tu côtoies des personnes qui sont passionnées aussi. Quand tu côtoies des personnes qui sont passionnées, elles t'immergent dans ce milieu-là. Et tu prends goût et après tu sais tu t'intéresses quand t'es quelqu'un de curieux tu t'intéresses et donc tu vas chercher un peu à droite à gauche tu fais des formations, les formations aussi ça aide Ouais. sur des temps courts et Ça c'est s'est là fait que tu découvres. progressivement, quoi. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que, on en parlera après, mais effectivement, c'est devenu ta vie, le Ouais, basket. complètement. C'était pas prévu au départ, Pas du tout. j'imagine. Il y avait des trucs que tu savais, enfin, un peu comme une petite fille qui avait un rêve de faire quelque chose en particulier ou pas du tout? Ouais, j'ai toujours rêvé. Eu l'ambition de travailler dans le sport, ça c'est sûr. Ok. Parce que j'adore ça et tous les sports, tu vois, je m'intéresse. Donc j'étais partie sur faire prof de PS. Ok. Toujours un peu dans le milieu éducatif, tu vois. C'est là-bas que j'ai fait mes stages de troisième, stage. Donc j'étais partie sur ce projet-là. Et, euh, et après, une opportunité en entraînant une autre, tu vois, tu changes. Il y a des choses qui se passent dans ta vie qui t'orientent différemment sur ce que tu avais prévu. Et avec du recul, tu te dis, ouais, c'est C'était pas prévu comme ça à la c'est pas base. prévu comme ça, mais c'est très bien comme ça. Enfin, Ouais. tu saisis des opportunités qui sont incontournables, je pense. Ouais, qu'à ce moment-là, comment t'étais toi, t'ont fait passer parce que la section sportive, par exemple, c'est une coïncidence. Ouais. Et puis après, C'est tu une parlais de, coïncidence. Le fait qu'il y ait quelqu'un tu crois en qui soit toi? salarié dans le petit club de campagne où j'étais, très compétente et qui m'insuffle cette passion au début, tu vois, je pense. Un peu comme un modèle. Je pense que les modèles jouent beaucoup aussi dans nos choix. Et une fois que vraiment t'as la passion, tu vois, directement après mon année de Minime France, là, j'ai mis le basket comme une priorité. Alors, tout d'abord en tant que joueuse. J'avais Ouais, pas vu, je m'étais pas dit je veux bosser dans le basket, réellement. Parce que je côtoyais des personnes qui étaient salariées de club, etc. Et je me suis pas orientée là-dedans.
mon statut de joueuse et je voulais être professeur de PS de base. C'est ça un peu comment j'avais orienté, on va dire, mon avenir. Ouais, le processus. Exactement. Et Exactement. tu parlais de regarder des matchs, tout ça. Cette culture-là que t'avais pas à la maison parce que bah on regardait plutôt le tennis peut-être ou on regardait même peut-être pas du tout de Ouais, tous sport. les sports, foot, bah, mes frères font du foot, donc foot aussi, tu vois, à la Ouais. maison, on avait. Et c'est arrivé aussi progressivement ou t'as commencé à en manger beaucoup ou c'était vraiment juste la volonté de toi jouer et c'est venu après cette volonté d'aller te renseigner, d'aller chercher, d'aller te former. Après. Après, parce que je pense que tu vois, quand t'arrives dans un certain niveau et que tu comprends pas. Tu vois, on parlait de code tout à l'heure. Tu comprends Ouais. pas tout. T'as envie de pouvoir participer davantage aux échanges et donc tu t'intéresses davantage à ça. Ouais. C'est arrivé progressivement. Ouais, complètement. Et donc, et toi là, comme joueuse maintenant, on parlera après de tout le reste, mais c'est- t'as encore cette même passion, cette même énergie pour jouer parce que tu fais tellement de trucs à côté aussi que ça peut être épuisant. Et pourtant, tu t'es resté accroché à ça, quoi. C'est un Ouais, truc auquel tu tiens beaucoup. énormément, ouais. Et de plus en plus, tu vois, ça, c'est même si j'ai plein de choses à côté, quand tu vois comment tu peux progresser, je pense que ça te pousse à continuer. Et quand tu tombes vraiment, tu vois, amoureuse du jeu, c'est compliqué de s'en détacher. Et donc, t'as besoin de cet équilibre-là. Je sais pas, d'être sur le terrain, tu vois, c'est quand même particulier. T'as pas du tout les mêmes émotions, on en parlera tout à l'heure, mais tu vois, quand t'es joueuse ou quand t'es arbitre, c'est pas exactement la même chose. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus de jouer? Tu comprends davantage qui tu es dans une certaine situation, tu vois, dans l'épreuve physique. Et le Hmm. basket, c'est quand même vachement dans le collectif. Moi, je suis une joueuse de collectif, tu vois, en plus. Donc, essayer de comprendre quels sont les points forts des autres, essayer de les mettre en valeur. T'as ce côté-là social aussi qui ressort. Et essayer de se connaître soi pour savoir comment tu peux apporter à l'équipe. Ouais. C'est une belle réponse. C'est une belle réponse parce que c'est tellement difficile de se connaître soi. Mm. On n'a pas toujours les situations. Et moi, je suis totalement du même avis. Le basket en général, mais le sport te met dans des situations où tu es confronté à qui tu es vraiment. Pas à qui tu penses que tu es, mais à qui tu es vraiment, à des réactions que tu as dans des situations de frustration. On parlera de gestion du stress aussi après, Ouais. forcément, mais où tu réagis, où tu peux dire ce que tu veux avant, tu pourrais dire jamais, moi j'aurais des réactions comme ça. Et pourtant, sous stress, sous situation, sous frustration, tu as des réactions comme ça. Et c'est super de pouvoir se confronter à ça et de pouvoir se rendre compte qui on est et comment Ouais. sont les autres aussi. Parce que c'est aussi ça qui est passionnant, c'est de se rendre compte que cette personne-là, elle réagit pas face à la même frustration comme moi je réagis, quoi. Exactement. Même, tu vois, dans l'engagement, dans les encouragements, on n'est pas tous pareils. Et donc, t'as l'impression des fois qu'une personne, elle est moins impliquée qu'une autre, alors que c'est juste que par rapport à qui elle peut pas, elle s'exprime pas de la même façon. Et donc, c'est compliqué parce qu'en fait, faut pas juger par rapport à ton filtre, mais essayer d'abord de comprendre la personne et, ok, elle fonctionne comme ça. C'est pas parce qu'elle est moins impliquée que moi, c'est juste qu'elle est impliquée différemment. Donc, mais c'est sûr que c'est enfin, c'est intéressant puisqu'en plus on se connaît jamais suffisamment. Tu vois, on évolue et Ouais, donc le jeu ça t'apporte ça aussi. Tu vois, il y a les matchs sont jamais les mêmes et des fois t'as l'impression vraiment de connaître et en fait t'affrontes une situation qui dit ok, si tu réfléchis a posteriori pourquoi j'ai réagi comme ça, donc ça t'aide à t'évoluer toi dans ton évolution personnelle. Après il faut avoir cette démarche là bien sûr, mais c'est ce que j'allais dire. T'as toujours eu cette démarche-là depuis petite ou c'est arrivé progressivement aussi? je pense que je l'ai toujours eu. euh, plus ou moins développé, tu vois. Ouais, Euh, Ça s'est amplifié, je pense, quand j'ai commencé mes études au STAPS.
où vraiment là, tu étudies, tu vois, sociologie, psychologie, et alors ça n'a pas le même impact sur tout le monde, mais moi, ça a vraiment eu un impact sur moi à vraiment poser des questions, tu vois. Faire de l'auto-analyse, l'analyse des autres, etc. C'est quelque chose qui me porte beaucoup, ouais. C'était en sommeil en toi. Ouais, je pense. J'ai besoin d'un Et déclencheur un peu. ouais, t'avais jamais trop cherché et parce que c'est des. J'imagine que ce dont tu parles, c'était pas d'une spécialisation à ce moment-là, c'était juste dans le tronc commun du STAPS. Exactement, ouais. T'as fait Ouais. ça et t'as dit, ça me plaît De ça, fou. ça me parle. Ouais. Et après, ça, c'est un truc que t'as suivi parce que c'est un sujet qui t'a tenu à cœur et du coup, tu t'es dit, allons voir plus loin, quoi. Ouais. Mais t'accordes vachement de l'importance, tu sais, sur les cours qui te marquent. Tu les Ouais. travailles, tu vas rechercher, tu fais des lectures complémentaires, ça t'amène à te poser des questions. Et vraiment. Ouais, c'est ce que tu décris, moi, ça me l'a fait en cours de créativité. Ok. J'ai fait un cours de créativité et où en fait, on m'a posé des questions auxquelles j'avais jamais pensé. Par exemple, ça veut dire quoi avoir une idée? Comment ça fonctionne? Et je m'étais jamais posé cette question. Parce qu'il n'y a pas besoin de... Quand j'avais besoin de chercher, je me posais, je réfléchissais, et j'avais une idée, et voilà. Et en fait, on m'a expliqué qu'en fait, il y avait des techniques, et que ça pouvait... Et on m'a expliqué le processus de réflexion d'une idée, mais en fait, tu te rends compte que la créativité, c'est beaucoup plus vaste, à la fois beaucoup plus fin que ce que je pensais. Et donc, c'est ce que tu dis, en fait, ça m'a forcé à me faire poser plein de questions et à réfléchir pourquoi c'est comme. Et je pense que ça aussi, c'était en sommeil en moi parce que j'ai Tu vois. toujours voulu faire ça, mais j'ai jamais trop su mettre des mots dessus. Et quand t'as quelqu'un, et ça revient à ce que tu disais avec la salariée qui Mm. t'a mis, tu mets le doigt sur un truc en toi Mm. qui te titille, Complètement. quoi. Ouais. Et ouais, après, c'est parti. C'est parti. Parce que un autre truc aussi que j'ai vu, alors qui a rien à voir avec le reste, mais j'ai vu que tu faisais partie du comité directeur de ton club Oui. quand j'ai fait une petite recherche. Alors qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en charge un peu de tout ce qui est arbitrage, Ok, tu vois. ok, donc Euh, c'est lié au ouais, reste. exactement, ouais. Parce que je me suis dit, ça fait une mission en plus. Au bout d'un moment, j'y Ouais. avais plus assez de doigts pour tous les compter. Les missions que t'as. Ça reste quand même lié à l'arbitrage. Ça reste à l'arbitrage, ou après j'ai des missions de dirigeant, tu sais, on a des permanences en plus, où on doit être délégué de club lors des matchs, etc. Donc ça rajoute un peu, ouais, des responsabilités sur les week-ends. Mais encore, tu vois, j'aimerais m'engager un peu plus avec eux, mais là, c'est un peu En ce chargé. moment, c'est compliqué. Ouais. Alors, c'est compliqué en partie parce que tu l'as déjà dit un petit peu, bon, t'es joueuse, mais aussi t'es arbitre, du coup. Ouais. Alors, en termes de timing, déjà, ça m'intéresse de savoir quand est-ce que t'as commencé à arbitrer et comment. Alors j'ai J'ai vu que commencé, t'étais super jeune. ouais, T'as j'ai commencé. commencé super jeune, mais j'ai commencé quasiment quand j'ai commencé le basket, à 1 an et demi près, je pense. Si tu veux, ça a commencé, il y a quelqu'un du petit club dans lequel j'ai commencé qui est venu et qui cherchait des arbitres, tu vois. Et ils ont proposé, et je ne sais même pas pourquoi, j'ai dit oui. Tu vois, je me suis lancée là-dedans, tout nouveau, je me dis ok. Et, et j'ai direct aimé aussi. Après, ça demande un soutien familial à cet âge-là, parce que tu vois, j'ai commencé, je devais avoir 14 ans et demi, donc t'as pas le permis, donc il faut que ce soit les parents qui t'emmènent. Euh, donc j'avais la chance que mes parents me suivent, et donc ils t'emmènent pour siffler sur les matchs le, le samedi après-midi. La plupart du temps, moi je crois que c'était ça. Après, je sais que les premières années, j'ai pas sifflé autant que ça, parce qu'il fallait concilier aussi le fait de jouer. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai fait quelques années en département, du coup quand j'étais jeune. La problématique, c'est que tu vois, pas vu, pas observé, donc tu stagnes à ce niveau-là. Et moi, de toute manière, j'avais mis la priorité aussi sur le jeu à ce moment-là. Et au fur et à mesure, tu vois, j'ai évolué, passé au niveau régional, aussi changé de département, du coup, parce que c'est vrai qu'en intégrant la Loire-Atlantique à Nantes, c'était un peu différent, et j'ai pu évoluer un peu plus rapidement aussi après, en sachant que j'ai aussi directement, tu vois, aimé la formation. On en reparle là, et je me dis très rapidement, j'ai quand même travaillé aussi avec le Maine-et-Loire sur la formation des arbitres départementaux quand j'étais juste arbitre région.
Et donc j'ai franchi un peu les étapes comme ça. Et après, je suis arrivée. J'avais intégré un groupe qu'on appelle Jeunes Potentiels Régionaux qui se fait encore actuellement et tu vois que j'ai en Ouais. charge pour évoluer le plus rapidement possible au niveau régional et accéder après au championnat de France. Donc je suis arrivée en championnat de France et, euh, et j'ai fait quelques années, sachant que je devais me faire détecter, on m'envoyait sur un processus de détection pour intégrer les, euh, ce qu'on appelle les filières, mais maintenant ça s'appelle plus comme ça, c'est le parcours de détection du championnat de France, si tu veux. Ok. Sauf qu'il y a eu le Covid, et donc à chaque fois ça s'est annulé. et, euh, et donc j'ai fini quand même par le faire quand le Covid s'est atténué. J'ai été prise. Euh, et donc, si tu veux, j'ai enchaîné les stages. Et l'année dernière, en finissant par un stage à Seix dans les Pyrénées, là, ben on nous a promu un petit groupe en national. Donc cette année, tu vois, je siffle de la NM2, de la NF1, Ligue de filles et Sport Betclic. Donc ça devient vraiment intéressant. Et donc maintenant, c'est devenu quasiment une priorité aussi. Donc cette année, j'ai le concours, à voir comment ça continue, mais on va finir ces filières en fin d'année, là, enfin au mois d'avril, en fin de saison, sur le tournoi du Cholet Mondial. Ouais. Et à l'issue de ce stage, il y en a certains qui iront directement en HN, accession directe en HN, donc à voir. Moi, je travaille pour ça, on verra si j'ai les compétences à ce moment-là pour y arriver. HN, c'est haut niveau, hein, pour ceux qui sont pas spécialistes des sigles et des abréviations. Alors, déjà, alors ça me fait sourire. Tu dis que tu sais même pas pourquoi t'as commencé. Non, C'est beau ça quand même. ouais, vraiment, tu vois. Comment c'est possible? T'as voulu, parce que c'était ton côté social, ou ton côté t'as voulu aider, ou c'était un truc nouveau et tu t'es dit, ah, ou c'était le basket juste et t'avais envie c'était jeune et t'aimais tout ce qui était en relation avec le basket, donc tu t'es dit, c'est une opportunité en plus, c'est un projet en plus, j'adore Ouais. prendre des nouveaux projets, je fais ça. Bah, je pense, tu vois, t'arrives dans un nouveau milieu et t'aimes ça. Vraiment, tu te prends au jeu et on vient de proposer un nouveau projet et j'ai dit let's go. Je pense que je devais arbitrer un petit peu, tu vois, aussi en club, Ouais. très rapidement, mais sans trop de connaissances. Hein. Et j'ai eu une période où j'étais un peu chiante, étant gamine là, envers les arbitres, tu vois, sur mes premiers niveaux. Ok. J'ai plus trop le cœur, d'ailleurs, mais... Donc peut-être que j'ai été un peu poussée aussi en disant... Ce serait bien que tu fasses Ouais, pour voir ce que c'est, à quel point c'est difficile. exactement. Ok. Donc, on sait pas trop l'histoire exacte, mais en tout cas, ça a commencé jeune. Exactement. Il faudrait que je me pose à un moment donné pour vraiment essayer de trouver l'origine. Après, peut-être le fait de, tu vois, de contrôler aussi une rencontre, de favoriser le jeu. Peut-être que c'est ça aussi qui m'a poussé. Et peut-être mon envie de comprendre davantage le basket aussi. Ouais. C'est comme c'était un milieu nouveau. Parce que ça me donne envie de te poser la question des codes aussi. Est-ce que du coup, dans le monde de l'arbitrage, il y a des codes différents? Ah, il y en a plein. Ouais. Il y a plein de codes. Ah, c'est codifié à fond l'arbitrage. Mais vraiment, tu vois. Euh, Et pas que dans les gestes, d'ailleurs. non. On essaie de codifier les situations même qui arrivent sur le terrain. Exactement. Bah, après, tu te mets des images dans la tête, tu vois, pour que ce soit plus facile dans l'analyse. Mais si on parle vraiment de code, tu vois, le fait d'arriver d'une certaine manière dans une salle, plus tu montes, plus tu as des codes. Mais comme on disait sur le jeu, tu vois, Ouais. euh, on assimile souvent l'arbitre, il vient avec sa petite valisette, il est quand même bien habillé. Tu vois, ça, c'est des codes qui sont quand même marquants dans la posture de l'arbitre. Alors, de moins en moins, je trouve que ça se démocratise un peu là-dessus, où chacun peut être un peu soi-même et apporter sa touche, mais tu vois quand même que souvent, tu as un modèle qui est assez commun et Ouais, je vois très bien. qui est ancré. Et toi, c'est quand tu dis que ça change, c'est parce que tu trouves ça bien que ça change? Oui. Oui, je pense que il y a besoin. Parce que cette codification stricte qu'on a un peu et qu'on diffère avec les joueurs, les techniciens, tu vois, ça met un fossé. Et il faut que toutes les familles du basket arrivent à se rejoindre pour que ça apaise les relations et qu'on ait conscience que déjà on est tous humains
Donc ça c'est important. Des fois tu vois plutôt le Ouais, statut de la personne, tu vois, c'est l'arbitre. T'imagines pas qu'il y a une personne derrière. Donc ça te permet, enfin, ça t'autorise entre guillemets à agir d'une certaine façon que t'agirais pas forcément si tu connaissais cette personne. ouais. Et donc je pense que c'est important vraiment de ouais qu'on fasse que chacun fasse un pas vers l'autre. Et je pense que c'est en train de se faire. En tout cas nous à notre échelle, en tout cas en PDL, c'est ce qu'on en Pays de la Loire, c'est ce qu'on essaye de faire. Ça me fait penser à quelque chose que tu as dit tout à l'heure quand tu as fait ton introduction sur l'arbitrage, où tu as parlé de tes parents qui t'emmenaient Ouais, et qui allaient arbitrer. Enfin, parce que du coup, ils venaient te voir arbitrer, en fait. ouais, exactement. Il restait Il dans y le a, gymnase. il y a une dynamique très particulière à ça. Ah oui. Ça, c'est vrai. Tu vois, et ça, je le dis beaucoup quand je suis dans les salles. Parce que les gens se rendent pas forcément compte que c'est compliqué. Je pense que des fois, c'était plus compliqué pour eux que pour moi. Et Ça, donc, c'est plus c'est compliqué sûr. pour les parents que pour les enfants quand t'arbitres. Puisque c'est vrai que bah, t'as quand même des situations de gestion à faire, que ce soit avec les joueurs, avec les coachs. Et le public, il peut aussi montrer une certaine hostilité ou certaines remarques. Et c'est vrai que pour les parents, tu sais, où t'es extérieur, t'as pas de moyen d'intervenir et tu vois ton enfant quand même sur le terrain, peut-être en situation complexe. Donc, c'est sûr, c'est pas évident. Et je pense que les gens, il faut qu'ils aient conscience de ça aussi. Ils en ont souffert, tes parents? Non. En tout cas, ils me l'ont pas dit. Peut-être. Peut-être. Ouais, ça fera une question à leur poser. Ouais, à reposer, c'est sûr. Parce que t'as des souvenirs comme ça de situations quand t'étais petite, toi, d'en avoir souffert déjà? Non. Non? Mais après, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai continué et que je suis là où je suis maintenant. Mais je pense qu'il y en a certains qui arrêtent parce que ça devient trop compliqué et que il faudrait essayer de trouver des solutions pour qu'ils poursuivent. Parce que je pense que de base, ils aiment ça. Et c'est les aspects extérieurs qui font qu'ils arrêtent. Oui, parce que c'est pas facile. Non, 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 c'est Et, jamais évident. Et surtout, tu vois, ce que je dis souvent, c'est encore moins évident au début. Parce que quand tu siffles de la DM2, de la DM3, tu vas commencer dans la salle. C'est différent que quand tu siffles un match de ligue féminine, ok, la salle est remplie, mais t'entends rien. exactement. T'entends rien du tout. Et ça, c'est Donc, super important, la différence. Et c'est contre-intuitif. De la même façon que tu te dis, si tu penses dans le monde idéal, tu te dis, les meilleurs entraîneurs, il faudrait qu'ils soient dans les niveaux les plus bas, ouais, dans les plus jeunes. Parce qu'en fait, il exactement. faudrait former le mieux possible les jeunes pour Exactement. qu'ils aient les outils pour pouvoir après pouvoir Accélérer. affronter mieux. Et ben pour les arbitres, c'est pareil. Parce que quand tu réfléchis, les matchs les plus durs, c'est pas les matchs de ligue féminine. Parce que ça, le truc que tu dis, c'est pas évident pour tout le monde. On n'entend rien. On entend que ça siffle, mais on n'entend rien. Ouais. Alors que les mecs qui font des remarques, des incivilités, les machins, c'est dirigé vers toi et tu les entends, mais surtout tu les croises quand tu sors. Mm. Ce qui n'est pas le cas à haut niveau. Quand tu sors, tu vas dans ton vestiaire. Ouais, t'as une frontière, enfin, tu te sens davantage protégé, alors que c'est vrai que à bas niveau, bah, tu croises le gars qui peut t'insulter, tu sais qu'il peut intervenir Ouais. sur toi. Donc la dynamique est forcément différente. Et les arbitres qui ont envie de faire, qui essaient de faire, qui sont jeunes au début quand ils commencent dans le pire environnement possible. Exactement. Ce Ouais. qui est pas complètement logique quand il réfléchit comme ça. Mais en même temps, c'est aussi comme ça que le système est fait. Mais quand tu y Ouais. réfléchis, c'est Tu dur. commences, t'es pas prêt, et souvent tu siffles avec quelqu'un qui est pas prêt non plus. Donc, très, très complexe. C'est vrai que là-dessus, Toi, ça t'a plu direct. ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré? Tu saurais dire? Qu'est-ce qui t'attire toujours d'ailleurs? Peut-être que c'est toujours la même chose, peut-être que ça a changé. Je- je- T'as parlé du contrôle tout à l'heure sur le Ouais. match. Ouais, et de plus en plus aussi, tu sais, favoriser le jeu. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu vois pas les arbitres en soi. Tu vois, les acteurs majeurs. Mais même pour les coachs, tu dois pas voir les coachs. Les acteurs majeurs, c'est des joueurs. On est tous là pour les joueurs. Ouais, je suis d'accord. Et, et c'est de comprendre le jeu pour savoir ce qui est bon de siffler pour qu'ils puissent s'exprimer, tu vois.
Donc tu supprimes la triche, puisque si tu triches, bah, du coup, tu peux pas permettre aux joueurs de s'exprimer de la bonne façon. Donc il y a ça. Ouais, le fait de contrôler la rencontre, le bon déroulement aussi. C'est intéressant cette notion de contrôle parce que moi j'ai déjà eu plusieurs discussions avec des arbitres sur ce Ouais. genre de sujet où tu vois des matchs où, où ça dégénère un peu. Et quand je dis ça dégénère, pas les joueurs se mettent sur la tête, mais on voit des frustrations un peu de toutes parts, ils se poussent un peu, etc. Et, euh, et de mon point de vue aussi, parfois, c'est aussi la responsabilité le contrôle du match, ça vient de ça aussi. Ouais. On laisse la situation s'envenimer sans prendre les bonnes décisions au bon moment. Et c'est super difficile parce qu'il n'y a pas de livret qui t'explique que si jamais il y a tel comportement, la décision à prendre, il faut la prendre maintenant, à ce moment-là du match, pour éviter tout ça. Et c'est pas naturel. Mais comme les joueurs et les coachs ont leur responsabilité face à leurs joueurs d'apporter de la tranquillité, de la sérénité. Si on a un coach qui gueule tout le temps, forcément que les joueurs vont être plus frustrés. Surtout, L'environnement joue beaucoup. Ouais. l'arbitre a aussi son rôle à lui aussi de tranquilliser avec sérénité, de parler, d'être accessible, mais en même temps de mettre de la distance. Et ça, c'est un art euh, tellement difficile à contrôler. Je pense que c'est ça aussi qui m'a plu, qui me plaît. C'est que alors tu te développes énormément en tant que personne parce que tu dois prendre des responsabilités qui sont importantes. Et tu dois être en capacité d'agir face à différentes situations et des situations qui sont pas évidentes, des situations de stress. C'est là que tu apprends le plus sur toi-même. Et, hum, et de savoir aussi comprendre rapidement à qui tu as affaire, l'autre. Et pour adapter ton comportement, pour réussir, comme tu l'as dit là, soit l'apaiser, soit lui dire stop, pour maintenir un certain contrôle de la rencontre et qu'elle se déroule bien, quoi. Et ça, c'est pas évident. Et tu l'apprends au fur et à mesure. Et vraiment, quand tu analyses un peu après tes matchs, ce qui est important, c'est d'en ressortir des éléments un peu clés comme ça pour faire mieux les fois d'après. Et ça te sert pas que dans l'arbitrage, ça te sert dans la vie de tous les jours. Alors, en termes d'analyse, ça m'intéresse parce que juste avant qu'on commence le podcast, tu m'as dit que tu clippais tes matchs, enfin que tu enregistrais tes matchs, tu les re-regardais. Mm. Euh, parce que c'est une question que je pose pour les gens, mais surtout pour moi. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu regardes? Comment tu fais? Comment tu analyses en fait tes propres performances? Ouais. Euh, Bah, j'utilise un logiciel de montage, si tu veux, je regarde tout mon match. Et j'ai Ok, une fenêtre d'analyse où bah, tu as différentes situations où tu as des calls, vraiment, des situations que tu prends, que tu siffles. Donc, ok, que ce soit des violations, des fautes, etc. Où tu as envie de re-regarder pour savoir si tu as eu la bonne décision. Et donc, ok, moi, je les clip, ces situations-là. Je les analyse personnellement sur l'aspect du jeu, la décision que j'ai prise, le point réglementaire, euh, si j'étais bien placé. Et ensuite, souvent, je fais une double analyse, c'est-à-dire que je l'analyse moi-même et tu fais je analyser. le montre aussi Ouais. à d'autres personnes et notamment à des coachs et pour avoir différents avis parce que le basket, c'est un sport à interprétation. Enfin, il y a beaucoup de situations qui sont à interprétation. Pour ceux qui sont dedans, le règlement, il a de nombreuses pages et tu as en plus un manuel d'interprétation en plus, quoi. Ouais. Pour dire, interpréter la règle qui est écrite, quoi. Donc, tu as besoin d'avoir l'avis d'autres personnes pour savoir si la personne voit la même chose que toi. Et dire, ok, t'analyses cette situation-là, si je la rencontre en match, t'es moins surprise et tu sais quoi prendre, tu sais comment agir. Donc déjà, tu gagnes en efficacité. Et surtout, ce qui est important, c'est des situations où tu es en erreur, reconnaître. C'est-à-dire, il faut enlever l'ego. Quand tu fais de la vidéo, il faut enlever cet ego-là pour pouvoir analyser objectivement la situation. Ouais, dans la vidéo, il y a un truc implacable, et moi je le vois tous les jours avec les joueuses, c'est que quand elle te dit j'ai pas fait marcher, et que tu fais image par image, et il n'y a pas de débat en fait. Ouais. C'est que il y a des situations où il y a débat. Oui.
Et là, c'est différent. Mais il y a des situations où il n'y a pas Il débat. n'y a pas débat. Donc il faut débrancher un peu l'ego dans ce genre de situation. Parce que tu te dis, non, mais j'ai raison, j'ai raison. Et en fait, non. T'as Et le pas poids raison. de l'image, n'empêche, ça est vachement important. Ça te permet, parce que je le vois, même, tu vois, on le dit, nous, aux arbitres départementaux, régionaux, s'ils sont en capacité de se filmer pour se voir. Parce que c'est vrai que des fois, t'as pas l'impression que t'as ces attitudes-là, t'as pas l'impression que tu te déplaces de cette manière-là. Et le fait de te voir, ah ok, t'objectives le truc et tu te dis, en effet. Ce qu'on me dit, c'est peut-être pas des bêtises. Et ça, c'est intéressant parce que quand t'es donc un joueur, il a un coach qui lui dit ça. Et si jamais il lui donne un thème sur lequel se concentrer. Et quand ça marche pas, par exemple, euh, il va regarder une vidéo de lui en faisant ça parce que quand on est au milieu en tant que joueur, on se rend pas compte de ce qu'on fait. Mm. Et donc forcément, quand on est arbitre, on se rend. Enfin, c'est le même principe, c'est les mêmes biais cognitifs. On se rend pas compte de ce qu'on fait. Et donc, sauf que vous avez pas de coach Le coach. attribué. Mm. Vous avez des responsables, vous faites Exact. de la formation, mais il n'y a pas de ce principe de mentoring Non. qu'il y a la relation coach-joueur où je fais une analyse de toi en tant que personne dans ton métier et je te donne des axes d'amélioration. Quelque chose que tu es obligé de faire toi-même, Ouais, sur toi, ce qui est un processus super difficile. c'est clair. Ah, c'est dur. En plus, souvent, du coup, ce qu'on disait, ils n'ont pas forcément les images, donc c'est compliqué de se former quand t'as pas forcément les modules et les supports pour. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi, nous, dans les formations, développer ça, pour leur apporter un peu de contenu et qu'ils puissent se former et évoluer. Parce que dans l'analyse, en dehors des choix que tu as dit que tu faisais, que Ouais. tu prenais des clips, etc., est-ce que tu fais une analyse aussi globale du match tu vois, euh, parce que t'as parlé des choses que t'as prises, Mm. il y a aussi toutes les choses que t'as pas Pas prises. prise. Ouais, mais ça aussi, en fait, c'est un peu des situations clés que Ouais. tu clips. Des Et ça, situations tu les as. importantes. Parce que des fois, il y a des choses il se passe rien. Tu Ah vois, oui, c'est ça. évident. Mais toutes les situations qui demandent réflexion, qui demandent analyse, en fait, tu clips. Les situations de gestion, tu clips aussi. Ça t'est déjà. Enfin, tu les as identifiées avant, ces situations. C'est-à-dire que quand tu fais la vidéo, tu passes ça parce que tu te rappelles et tu vas à des situations auxquelles que tu penses qu'elles sont problématiques ou tu regardes tout au cas où t'aies pu louper même des choses sans même t'en rendre Ouais. compte. Je Ouais, regarde tout. Je regarde tout. Il y a des situations que tu as en tête, tu dis celle-là, je veux la revoir. Tu vois, parce que t'es pas sûr, parce que sur le moment, elle t'a posé problème ou elle t'a posé question. Mais il y a des choses où, en fait, des fois, tu te dis, mais comment j'ai pas pu voir ce qui s'est passé, tu vois. Donc, je regarde tout. Et comme ça me permet d'analyser de manière globale, en sachant que quand tu fais de la vidéo, faut oublier un peu aussi ce que tu as vu sur le moment. Parce que du coup, ça biaise ton analyse. En fait, tu peux analyser que par rapport à ce que les images te donnent. Si dans une situation, tu es sûr qu'il y a faute sur la vidéo, c'est pas clair parce que t'as pas l'espace entre les deux joueurs et t'es pas en capacité de savoir s'il y a contact ou pas contact, mais en fait, tu passes, tu peux pas analyser ce clip-là. Donc, tu vois, c'est ouais. vraiment aussi la qualité de la vidéo qui fait des fois que soit ça t'apporte une aide ou pas. Ouais, parce que parfois, c'est comme quand ils font le listing triplé, hein. Parfois, on regarde les clips et, et on voit rien. Mm. Et donc, quand on voit rien, on garde la décision initiale parce Exact. que faute de mieux, quoi. Mm. C'est ça. Et c'est pas. Mais ça, ce que tu dis, c'est quand même marrant parce que les joueurs, c'est pareil. Parfois, on est. Et ça, c'est un truc que j'ai vu Enfin, j'ai un Rota Cuspinera qui est un entraîneur espagnol. Il a fait cette réflexion-là. Il disait souvent, moi, je fais du feedback interrogatif avec les joueurs. Et en fait, souvent, on se rend compte que les gens, ils savent pas ce qu'ils ont fait. Ou alors, ils se rendent pas compte de la portée. Et quand on leur pose la question, ils répondent avec l'idéal. C'est-à-dire, si par exemple, on m'a sifflé faute offensive, par définition, j'ai pas bougé. Ouais. Par définition. Parce que c'est pas possible. L'idéal, la situation idéale, c'est j'ai pas bougé. Et après, quand tu montes la vidéo, tu dis, bah, regarde-toi, regarde avancer sur le joueur. Il y a faute. Mais oui, mais il y a toujours un truc après, non, mais c'est léger, ouais, mais d'accord, mais, parce que c'est super difficile de faire ça. Et parce que t'as un angle, toi, où tu revois l'action, toi, au milieu, avec ton opinion à toi, et s'en détacher, c'est pas facile. Mais tout le temps, tu vois, même moi, en tant que joueuse, je regarde mes matchs, et des fois, sur le coup, je suis sûre il y a faute. Et je me dis, il siffle pas, tu vois. Et je regarde après la vidéo, je dis,
il y avait rien du tout. Mais vraiment, comme quoi des fois la sensation que t'as, tu sais, quand t'es en match, avec l'adrénaline, avec tout l'environnement autour, t'as vraiment, t'es sûr quoi, Ouais, sûr de toi. Mais même des joueurs quand ils te disent, tu sais, tu fais une faute, j'ai pas touché. Tu regardes la vidéo, mais tu dis mais ça se voit quand même. Mais et pourtant, tu vois, je pense vraiment qu'ils mentent pas. Sur le moment, ils pensent qu'ils ont pas touché. ouais, C'est ouais, je comprends. Moi, j'étais comme ça aussi, hein. Enfin, je pense qu'on est tous comme ça. Parfois, dans le feu de l'action, on a l'impression qu'il y a des trucs, ouais, on se rend pas compte, quoi. Et c'est marrant que tu parles de ça, d'ailleurs, parce qu'on peut en parler. À quel point ça t'a changé ta vision de joueuse, d'arbitrer, et inversement? et inversement. C'est dur à dire parce que t'as toujours fait les deux ensemble. Ouais, Aussi. exactement. C'est pas comme si j'avais fait j'avais été d'abord arbitre puis juge ou joueuse et arbitre. J'ai quasiment tout le temps concilié les deux. Euh, mais en tant qu'arbitre, je sais ce qu'elles ressentent les joueuses ou les joueurs quand ils sont sur le terrain, tu vois. Et, hum, et donc ça m'aide déjà dans la gestion, dans la relation humaine. Ouais, Et après, ça m'aide aussi parce que bah, du coup, je vois beaucoup de basket sur certaines situations, mais des fois, ça peut me desservir. Parce que des fois, tu te dis pourquoi il fait ça. Je vais pas le récompenser alors que non, c'est un mauvais choix basket, tu vois. Donc c'est toujours un peu la limite où il faut faire attention. Et après, en tant que joueuse, euh, bah je connais le règlement déjà par cœur, tu vois. ouais. Donc ce qui est pas souvent le cas de, enfin, il faudrait savoir, tu vois, ça m'intéresse et j'en parlais avec des des personnes de mon entourage. Combien de joueurs ont lu le règlement en entier, tu vois, qui sont pas, Personne. et combien de coachs, pas beaucoup non plus. Alors, Tu vois. mon point de vue, et peut-être que c'est faux, et pour avoir eu plein de discussions, à mon avis, les joueurs, personne, ou alors ils se comptent sur le doigt d'une main. Ouais. Les coachs, un poil plus, mais je suis pas sûr qu'on arrive à 10%. Ouais. Et à haut niveau, je parle. Hein. Bah ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et parce que on... Et tu sais ce qui est terrible, et ça c'est un truc, bon, moi je peux rien faire à mon niveau, mais pour moi, les gens qui font la promotion du basket, en l'occurrence ceux qui mettent le basket à la télé, les commentateurs notamment, Mm. ils ont une responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que quand ils commentent les matchs, sachant que eux connaissent pas les règles, Ouais. alors ils connaissent les principales, et parfois ils ont des interprétations qui sont pas les bonnes. Parfois j'entends des choses, connaissant le règlement, ça fait mal aux oreilles, ça fait saigner les oreilles. Et ils ont une responsabilité parce qu'ils transmettent ces méconnaissances-là au public, quoi. Et après, enfin, je suis sûr que toi, t'as déjà entendu des gens te faire des raisonnements où tu te dis, mais ça, c'est pas la règle, ça. Tu vas dans les tribunes des fois, mais tu rigoles, hein. Tu rigoles. Ah, c'est... Et pour moi, il y a une responsabilité dans ça, mais... Ouais. Et tu vois... Vas-y, pardon. Ah, j'allais dire, après le basket, c'est un sport des plus complexes hein, en termes de règlement. Bah, il suffit de regarder la taille du livret. Pour ceux qui l'ont jamais fait, bah, allez voir. Vous allez voir la taille que ça a par rapport à d'autres sports. Et même, tu vois, tu t'arrêtes, même t'es arbitre, t'arrêtes pendant 5 ans, 5 6 ans. Tu reviens, ah bah t'as intérêt à t'y replonger, hein, parce que t'as des évolutions aussi permanentes. Hein. Et c'est... Et c'est un truc beau et c'est aussi une limite. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, ça m'a fait sourire parce que je pense que moi, si j'arbitrais, c'est un des trucs qui me poserait problème aussi. Du fait de, c'est pas un bon choix tactique. Donc, je sais pas si, tu vois, par exemple, je vois des situations où il y a des mecs ou des filles qui attaquent à 1 contre 4, qui se jettent dans les trucs, parfois régulièrement, parfois même à la limite du légal, et qui récupèrent des fautes. Tu vois. Moi, de mon point de vue d'analyste, je me dis, ah, alors peut-être hein, qu'il lui a touché un peu le bras, qu'il lui a, mais en fait, c'est tellement, et tu parlais du contrôle du jeu et d'avoir du beau jeu, et c'est tellement contraire à l'esprit Ouais. que j'aurais tendance à être un peu comme ça, moi, à pas trop vouloir récompenser ce genre de trucs qui sont anti-basket, quoi. C'est pour ça, je pense qu'il faut, tu vois, travailler en collaboration avec les techniciens, parce que si eux ont aussi ont ce discours-là, ça va favoriser. Parce que le souci, c'est que des fois, on est trop...
trop axé sur le résultat. Bah, tu vas me dire à un certain niveau, logique aussi. Mais que du coup, on a envie que les calls soient pour nous. Que les calls sifflés soient pour nous. Et du coup, quand c'est ton joueur qui attaque en 1 contre 4, t'as envie que ça soit sifflé. Mais si de base, tu rationalises un peu tout ça et tu dis, de manière générale, si ça m'arrive dans l'autre sens, je veux pas que ça soit sifflé parce que c'est pas le bon choix. Bah, direct, ça serait plus facile. Si tu fais ça, tu peux pas choisir. Ouais. Si tu as ce genre de réflexion, normalement, tu peux pas choisir. Tu dois aussi transmettre ça aux joueurs et accepter. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas ce genre de réflexion commune ensemble aussi. Mm. Parce qu'on pourrait arriver à ce genre de Exactement. conclusion-là. Euh, Surtout et, qu'un joueur, tu vois, un joueur, tu dis ça, un joueur ça fonctionne. Il force comme ça. Mais il va dire, mais j'ai eu la faute. Donc rien ne va l'empêcher de tout le temps faire la même action. Alors tu ne ouais, récompenses pas. Forcément, il va être obligé de s'adapter et jouer différemment. bien sûr. Et les arbitres ont une responsabilité dans le jeu produit et dans l'éducation des joueurs Exactement. parce que forcément, on crée des habitudes aussi. Mm. Tu vois, ça fait penser à des joueurs, des Américains, parce que c'est surtout chez les garçons, mais ça arrive aussi chez les filles. Ils ont une telle façon de siffler où où il faut être tellement clean que ils ont cette capacité de aller chercher au contact, ils récupèrent des fautes. Et quand ils arrivent en Europe, ils sont perdus les pauvres, Mm. parce que on est moins, c'est pas qu'on est moins propre, mais on autorise plus de choses Contact. Ouais. au contact défensivement. Et donc ils ont moins de fautes, quoi. Mais c'est des choix après. Moi, Mm. en soi, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, c'est pas un problème. Mais il faut juste qu'on se mette d'accord sur ce qu'on cherche à Exactement. faire ensemble. Ouais. Mais parce Ça, que c'est si vraiment tu mon veux, idéal. l'arbitrage, il s'adapte un peu au jeu produit. Et là, tu me parlais par rapport aux Américains et en France. Mais même à l'intérieur de la France, tu vois, dans les différentes régions, t'as Ouais. pas du tout le même basket qui est produit. Et donc pas le même arbitrage. Et toi, remarque, tu peux en témoigner en Euroleague. Tu sais, où t'as des arbitres de nationalités différentes. Ils ont C'est pas complètement, le même arbitrage. c'est complètement différent. On a fait un match en Hongrie avec des Croates. Ouais. C'était la guerre. Mais la guerre. Ouais. C'est-à-dire que la notion de cylindre, le cylindre c'est plus trop un cylindre, tu vois, ça devient un espace un peu alternatif, fluide. Alors que par contre, on a fait le match d'après avec des arbitres espagnols. Ouais. Là, par contre, on avait l'impression que c'était pas la même compétition, quoi. Et donc c'est aussi une difficulté. De trouver un langage commun, quoi, quand on n'a pas parce que tu parles des différences culturelles entre les pays de la Loire et le Sud-Ouest, par exemple, ou les pays de la Loire et le Sud-Est. Et quand on parle de pays différents, Ouah, C'est encore plus. comment on fait pour trouver un langage commun, enfin, c'est super intéressant, quoi. Et, mais ça, après, faut mettre sa pierre à l'édifice. Tu parlais, toi, de ta formation à toi pour devenir arbitre de haut niveau. Peut-être qu'on peut en parler un petit peu de à quoi ça correspond, parce que je suis pas sûr que tout le monde soit forcément au courant de ce que vous faites Ouais. et de ce que vous étudiez, parce que c'est pas juste apprendre les gestes Non. et basta. C'est un poil plus Ah, compliqué surtout que ça, quand tu arrives à ce niveau-là, normalement, les gestes, tu dois les maîtriser déjà. un tout petit peu. Ouais. Donc, bah, si tu veux, le parcours des filières, là, ça se compose où tu as un stage déjà de détection qui est sur les finales nationales U15, tu vois, des pôles. Donc au début, tu as un tournoi qualificatif et donc c'est là-dessus que chaque ligue envoie 3 candidats maximum sur ces tournois-là pour qu'ils puissent se faire détecter. Euh, et du coup, par site, il y a 3 sites en France, il y a 5 candidats qui sont détectés, qui sont sélectionnés parmi tous ceux qui ont Ok. été envoyés. Donc ça te fait un groupe à 15. Et ce groupe de 15, il va être le même pendant 3 ans. Et on va avoir 2 stages par saison. Donc on commence par les finales nationales, où là, bon, ils l'ont un peu rénové, mais moi, comment je l'ai vécu, c'était comme ça. On commence sur un stage où on est plutôt axé sur de la mécanique, Ok. donc sur comment on se place sur le terrain. Et donc là, on a le support, on a beaucoup de matchs, des retours. Donc les formateurs, c'est des arbitres de haut niveau. Donc ça, c'est pour le premier stage. Le deuxième, on est au camp national à Bourges, donc pour les entrées à l'INSEP. Là, on est plutôt axé technique individuelle joueur. Donc on a des entraînements avec un technicien. Nous, à notre année, c'était Jérôme Navier qui le faisait.
Et on siffle en même temps les oppositions des joueurs sélectionnés pour faire le camp national. Et il y avait le tournoi des demoiselles aussi pour les filles. Donc on fait ça. Ensuite, on a Sex, donc le stage dans les Pyrénées, que j'ai fait du coup au mois de mai dernier. Ok. Et là, c'est stratégie collective, ce qu'on appelle ça, et c'est vraiment, ils vont nous pousser physiquement. On fait un trail, donc dans les montagnes. C'est un effort qui dure. On était parti le midi, on a fini à 7 heures. Et donc ça monte, etc. Tu vois. Donc on nous pousse physiquement à aller au bout de nous-mêmes. Et ensuite, on enchaîne avec entraînement le matin, match l'après-midi, où c'est nous qui jouons et on s'arbitre entre nous. Tu vois. Donc là, c'est vraiment pour voir nos capacités physiques. Ils nous mettent un peu dans le rouge pour savoir nos capacités mentales un peu. Tu vois. Alors, physique, oui. Mais du coup, quand t'es à bout physiquement, comment tu gères mentalement? Tu vois. Et à haut niveau, c'est un peu ça. Tu vois, la répétition des efforts, savoir si t'es fort mentalement pour encaisser un peu tous les enjeux professionnels et, et pouvoir assumer une charge de travail importante. Ouais. Et après, on termine sur le stage de Cholet, qui est plutôt un stage de gestion. Savoir comment tu es capable de gérer quand tu as des coachs un peu virulents, etc. Mise en Donc, tu vois, c'est des situation. grandes thématiques. De mise en situation face à Exactement, pour ouais. Parce que chez les mondiales, du coup, c'est de l'U18 élite. 18 de France. Donc il y a un certain niveau parce que c'est un tournoi international, donc c'est vraiment intéressant avec. On parlait de culture, mais là, différentes cultures aussi. Donc il faut pouvoir s'adapter et performer. Ouais, puis il faut se confronter parce que on peut en parler, on peut étudier, se confronter au problème, c'est quand même un autre monde quoi. Ouais, Quand on s'y met. exactement. Et ce qui est complexe en arbitrage, et c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué avant, mais c'est que tu évolues souvent seul. En plus, tu parlais, tu n'as pas de coach, mais souvent tu es seul aussi. Alors tu as un binôme où tu es à 3 sur le haut niveau, mais tu évolues majoritairement tout seul quand même. Et ce qui est compliqué, c'est réussir à faire équipe. Et en même temps, tu sais que tu es en compétition et il faudrait pas. Et ça, je me bats un peu sur ça aussi. C'est que t'es pas, enfin, tu dois d'abord être en compétition avec toi-même et éviter d'être en compétition avec l'autre parce que ça va desservir du coup la performance de l'équipe. Et ça, c'est un peu particulier parce que tu as un classement qui est individuel et tu te bats contre les autres aussi. Et donc, c'est le système en lui-même qui est un peu complexe aussi dans l'arbitrage. Ouais, parce que il y a les mêmes choses en tant que joueur. Hein. Quand on fait les sélections Ouais, régionales, on essaie d'avoir une performance collective et pourtant on essaie de se montrer en tant que joueur. exactement, c'est vrai, t'as raison. Et en professionnel, c'est un peu pareil, hein, Mm. parce que j'en connais des joueurs Ouais, qui font leur saison, pas forcément en pensant au succès collectif, mais en disant comment on va faire pour pouvoir avoir une performance, pour pouvoir avoir un meilleur salaire l'année prochaine, ou pouvoir aller dans une t'as meilleure raison. ligue, ou faire ça. Et, et ces dynamiques-là, elles sont super difficiles, Mm. parce que pour réussir, il faut réussir ensemble. Mais Ouais. en même temps, si moi je réussis avec cette personne-là aussi, elle réussit. Mm. T'as C'est... raison, t'as raison, t'as une forme de concurrence aussi au sein d'une même équipe, surtout quand t'es le même poste. T'es le même poste, tu veux jouer plus, forcément, il va falloir. C'est compliqué à changer ça, cet état d'esprit-là, et dire ok, c'est pour que l'équipe performe, il faut être plutôt en collaboration qu'en compétition avec la personne qui est ton adversaire direct, entre guillemets. Tu sens que ça manque, ça, la collaboration? Ouais. Ouais. Ça manque un peu, mais alors c'est de mieux en mieux. Parce que je pense que c'est dans les discours. Dans les discours, déjà, si t'insistes là-dessus, forcément, il y en a qui vont intégrer le discours et qui vont s'en imprégner. Après, à un certain niveau, je pense que c'est compliqué parce que t'as encore plus d'enjeux. Donc à voir. Faudra voir jusqu'à où ça peut évoluer. On verra. Dans les formations, il faut mettre l'importance sur ça. Parce que je pense qu'on en parlera juste après, mais sur la gestion du stress, le fait d'être à plusieurs, c'est quand même un atout en termes de stratégie. Donc, Allons-y, parlons de ça. Parce que parce que on a parlé déjà de 8 trucs différents que tu fais, donc on va en rajouter un. Tu fais une thèse ouais. sur ce sujet-là en particulier.
parce que on en revient à ce que tu disais au début, la sociologie, la réflexion sur comment les gens réagissent, etc. Tout avec la passion du basket et l'arbitrage mis ensemble. Pourquoi pas faire une thèse mêlant les deux? Exactement. C'était un peu... Bah, après, c'est un parcours qui est pas venu tout seul, tu vois. Donc j'ai fait mes années STAPS dans l'idée d'être prof de PS. Ouais. J'ai loupé le concours. J'ai d'énormes difficultés de timing sur le concours, ce qui m'a toujours un peu handicapé parce que tu vois, le master, je l'obtiens très facilement en étant major de promo, mais par contre, j'arrive pas à faire un concours. Donc, comme quoi, le concours, c'est pas non plus fait pour tout le monde. Non. Et lorsque je fais ma soutenance de mémoire, j'ai mon jury qui, à la fin, me dit bah, par rapport à ce que tu as produit, ça t'intéresse pas de poursuivre sur une thèse. Et j'avais jamais réfléchi à ça. Et donc, il pointe ça. Et du coup, ça cogite, et je me dis, bah, ouais, quand même. Donc, je me dis, bah, let's go. Sauf que, tu vois, pas formée sur ça. Donc, je commence à faire les démarches de mon côté, de prendre des contacts. Et de fil en aiguille, ben, j'ai réussi à construire mon projet et à partir sur une thèse, en sachant qu'entre-temps, j'avais été employée par la Ligue des Pays de la Loire en tant que conseillère technique des officiels. Donc, il fallait concilier les deux. Mais c'est possible avec une convention CIFRE, et donc, si tu veux, en étant salarié et en poste en CDI, tu peux quand même avoir un contrat de partenariat avec un laboratoire pour faire une thèse. Donc c'est sur ça qu'on est parti. Et donc là, je l'ai commencé au mois de septembre, euh, donc sur une thèse qui porte sur la gestion du stress et la performance arbitrale, sur les enjeux à la fois individuels et collectifs. Mais c'est aussi pour ça, parce que c'est un bon timing, on parlait juste de ça avant. Dans ta thèse, il y a marqué des enjeux individuels et collectifs. Exactement. Ouais. Ouais. On va partir de l'individuel pour aller vers le collectif. On va d'abord partir des stratégies de coping, donc les stratégies qu'on met en place quand on est en situation de stress, de manière individuelle, pour ensuite tendre vers les stratégies collectives qu'on peut mettre en place avec le ou les collègues dans, dans l'arbitrage. Alors, commençons par la première question. Pourquoi ce sujet-là? Pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que pour moi, la gestion des émotions, c'est quelque chose qui est central dans le développement d'une personne et qui va lui permettre de s'adapter plus facilement à son environnement. Je pense qu'il y a beaucoup de comportements qui s'expliquent par les émotions. Et, et je pense que c'est quelque chose qu'on travaille pas suffisamment, qui est pas assez mis en valeur. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément conscience de leurs émotions et du coup qui ne savent pas les traiter, pas les utiliser et qui ne savent pas non plus traiter et analyser les émotions des autres. Donc, je me Ouais, suis beaucoup quand on n'arrive pas à gérer les siennes, souvent on a du mal à gérer celles des des autres. autres, Ouais. c'est sûr. Et donc, je me suis beaucoup interrogée sur l'intelligence émotionnelle. Et donc, c'est parti de là. Et donc, je me suis dit, ah oui, faut que je fasse ça. Et de base, je voulais faire à la fois sur les techniciens, les joueurs et les arbitres. Tu vois, j'étais partie sur ça. Donc, là-dessus. Et là, on me dit, Perrine, tu calmes, ça va pas être possible de tout faire. Je dis, ok, bon, on va d'abord faire les arbitres et après, on verra si on évolue sur les autres familles. Et en plus, vu que c'est un partenariat avec la Ligue et par rapport à mes missions, si tu veux, pour que ça se concilie, c'était l'idéal. Et vu que moi, au travers de mon métier, je fais la formation des officiels, l'objectif à l'issue de cette thèse, c'est d'alimenter les formations avec du contenu pour permettre du coup que les arbitres développent ces compétences émotionnelles-là et vraiment des stratégies à mettre en place selon qui ils sont lorsqu'ils font face à des situations de stress. On en parlait tout à l'heure des arbitres qui parfois arrêtaient Ouais. d'arbitrer parce que ils avaient plus, enfin même s'ils ont la passion, ils n'arrivaient pas trop à s'en sortir face à des situations qui sont parfois terribles. Ouais. Et l'idée, en fait, c'est un peu ça, c'est de
donner des outils Mm. pour pouvoir s'en sortir le mieux possible face à ce genre de situation. Exactement. Parce qu'il y a des choses en plus qu'on contrôle pas, quoi. Je veux dire, en tant qu'arbitre, tu contrôles un peu les joueurs, tu contrôles un peu les techniciens, et encore, faut être armé pour y faire face, mais tu contrôles pas le public. Ah, Ça, c'est sûr, tu les contrôles pas. Donc, si ce que tu contrôles, c'est toi-même, c'est comment tu fais face à la situation. Donc, je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler, même si, en effet, il y a des missions, hein, ou en tout cas des choses mises en place pour essayer d'atténuer les incivilités. Hein. Les structures, que ce soit les ligues, les comités ou même la Fédé, elles bossent un peu sur ça. Mais je pense qu'il faut aussi outiller un peu les arbitres sur ça pour mieux évoluer dans ces milieux-là. Et même dans la vie de tous les jours, ça leur sera utile. mieux comprendre les émotions, mieux comprendre comment on réagit et comment les autres fonctionnent. J'ai même envie de te dire que ce serait utile pas que pour les arbitres, mais Ouais, bon, c'est un ça autre, c'est sûr. Mm. c'est un autre débat. Et donc, alors, pour ceux qui savent pas trop comment ça fonctionne, une thèse, bon, c'est un travail long où on commence beaucoup par lire des choses qui sont déjà faites, Exactement. euh, ce qui existe, et ensuite pour pouvoir construire des choses en utilisant les connaissances que les chercheurs dans ce domaine ont déjà poussées pour pouvoir construire ta propre matrice, ta propre référence et essayer de développer les outils les plus adaptés possibles. Si je résume la thèse à peu près en 30 secondes, C'est ça. c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu pars un peu de manière générale sur 3 ans. Après, il y en a qui en font plus pour des raisons personnelles ou professionnelles. Mm. 3 ans, et en effet, tu commences par beaucoup lire ce qui a été fait pour aller plus loin que ce qui a été fait. Euh, et ensuite, à différents temps. Donc moi, tu vois, j'aurai trois études différentes dans ma thèse. La première qui sera basée surtout sur une étude quantitative basée sur un questionnaire pour savoir qui sont les arbitres et avoir un panel très important. Donc, que j'ai envoyé à beaucoup de monde pour cibler un peu qui ils sont, quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place selon eux quand ils sont en situation de stress, quels sont les facteurs de stress qu'ils rencontrent. Tu vois, qu'est-ce qui, pour eux, est source de stress. Ça, c'est intéressant aussi de savoir que dans le basket, à mon avis, on va pouvoir dégager différentes dimensions. La littérature nous a déjà montré qu'il y avait certains facteurs, et là, on va essayer de voir si ça se confirme actuellement sur notre population en Pays de la Loire et plus, puisque le questionnaire va englober même les arbitres des autres régions. Une deuxième étude qui va plutôt être sur le terrain, où là, l'objectif, ça va être de filmer les arbitres qu'ils officient, et du coup de retenir quelques situations, et ensuite de discuter avec eux de ces situations-là pour savoir ce qui s'est passé, et savoir si c'est des stratégies qui ont été efficaces ou non. Et le dernier temps, ça sera vraiment sur de la formation, euh, apporter du contenu pour, euh, pour voir si, du coup, à la fin de cette formation-là, ils sont plus performants lorsqu'ils rencontrent des situations de stress. Ma question suivante, c'est est-ce que toi, en commençant ça, est-ce que tu as déjà une idée de vers où ça va partir ou pas? Ou est-ce que tu es très dans l'expectative? Par rapport aux lectures que je fais, il y a plusieurs possibilités. Donc, j'arrive un peu à me faire un ordre d'idée d'où ça peut aller, mais je me dis que à tout moment, pas du tout. Donc j'attends un peu de voir. Ce que je me dis, c'est des fois quand t'as trop des idées préconstruites, ça t'oriente déjà dans ton C'est analyse. exactement pour ça que je t'ai posé la question. Ouais. Donc c'est pour ça que j'essaye déjà d'avoir du recul et, et de mettre en place quelque chose de très précis. Et après, on étudiera les résultats a posteriori. Quoi. Parce qu'il y a un truc qui est super difficile dans ta situation à toi, c'est que souvent, les chercheurs, quand ils recherchent sur un sujet, ils peuvent s'y connaître, mais ils sont pas sujets de leur propre thèse. Mm. C'est-à-dire que souvent, tu fais une thèse sur un sujet dans lequel tu rentres pas dans le périmètre. Toi, tu fais un sujet. Enfin, t'es à la fois la chercheuse et le sujet, parce que Ouais, tu pourrais le faire sur toi. Donc, il y a un côté aussi où tu peux être tenté de le voir à travers ton propre prisme, exactement.
à toi et par rapport à ta gestion du stress à toi, comment toi tu gères tes trucs. Alors ça va forcément t'aider, mais c'est aussi une limite aussi toi de dire il faut pas que je réfléchisse par rapport à mon prisme à moi et à mes problèmes à moi parce que je suis exactement. pas la seule et je suis pas le seul objectif. Ouais. Comment tu fais pour gérer ça un peu? T'as déjà commencé à y réfléchir? Ouais, mais parce que je me dis que, tu sais, chacun est différent. Par rapport à qui il est, les stratégies, elles vont pas fonctionner de la même manière. Et selon aussi la situation, donc les personnes qui sont en face, elles sont différentes et donc une stratégie va peut-être être efficace à un moment donné et pas efficace à un autre moment. Donc il n'y a pas réellement de vérité. Et ça, je pense qu'il faut le savoir. Il faut juste bien se connaître. Bien se connaître et savoir ce qui fonctionne pour soi. Et même, tu vois, je pense que durant ma thèse, je vais avoir des choses où je vais me rendre compte qu'il y a certaines de mes stratégies qui sont pas forcément optimum. Donc, que même moi, ça va me faire me reconstruire par rapport à ça. Donc, ça va m'aider. Donc, c'est pour ça qu'en effet, je suis un peu sujet aussi de ma thèse, entre Mmh. guillemets. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. D'ailleurs, bah, pour l'écrire dans le marbre avant que tu commences ta thèse, actuellement, déjà quand tu rentres dans un match, est-ce que tu sens, t'aurais plutôt tendance à dire que t'es stressé ou pas? Et quelles sont les choses que tu mets en place toi personnellement, sans forcément que ce soit une référence pour d'autres, parce que ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour les autres. Qu'est-ce que toi tu mets en place actuellement pour te tranquilliser? Ouais. Euh, Déjà, je commencerai par dire que je suis moins stressée que j'ai pu l'être. Mais parce que, tu vois, en t'intéressant à ça, en te posant des questions, en t'interrogeant sur comment tu fonctionnes, et à savoir identifier les signes quand tu es sous stress, déjà, ça te permet, quand tu l'identifies, de t'apaiser. Quand je suis sous stress en match, souvent, je me reconcentre sur la tâche. Et je me parle, entre guillemets, mais je commente les actions dans ma tête. Tu vois, en me disant, Ouais, ok, ça c'est bon, clean. Ah, écran, ça fait quoi, ça glisse. Tu vois, je commande tout. Et comme ça, mon esprit, il est focalisé que sur ça. Pas sur mes émotions, que sur ça. Et, hum, et ça me permet, ouais, d'oublier un peu l'état de stress, on va dire. Tu sais, tu te reconcentres vraiment sur la tâche. C'est ça que j'utilise beaucoup. Et après, sur les situations un peu des fois de gestion compliquée où il y a des gens qui s'énervent, etc. Euh, J'essaye de rester un maximum calme et me dire moi, faut pas que je sois dans l'émotion. Parce que si je suis dans l'émotion, en fait, mon analyse elle va être biaisée parce que je ressens. Et donc, je vais pas être lucide. Et donc, souvent, je me ressens sur moi. Je prends le temps, je respire, je prends pas une décision rapide. Et ensuite, j'analyse la situation et j'agis selon ce que j'estime être le bon choix, en tout cas sur le moment. t'as dit trop de trucs intéressants, j'avais envie de rebondir à 4 trucs différents. Donc je vais commencer, je vais commencer par le premier, entre guillemets. Alors tu disais que c'est important de reconnaître comment on est sous stress, quels sont les signes. Mm. Et ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu sais... Alors, on va peut-être commencer par c'est quoi tes signes à toi? Comment tu reconnais que t'es sous stress, toi? Mon rythme cardiaque, il s'accélère un peu. Euh, la respiration aussi qui accélère un petit peu. Euh, et tu sens une pression. Enfin, moi, je sens, tu sais, tu sens une pression. Ici, sur la partie Ouais. haute du corps? Ouais. Et donc, souvent, je me rends compte que, tu sais, j'ai besoin de... Et donc, je me dis, ok, là, situation de stress. Et tu t'évalues aussi, c'est par rapport à tes... Enfin, une situation de stress, c'est ça, c'est quand tu estimes que tu n'as pas les ressources face à une contrainte d'une situation. Donc, c'est quand tu es un peu mis aussi dans une situation où tu n'as pas l'habitude. Ouais. Tu reconnais que ta situation, t'es pas, cette situation-là, t'es pas habitué, donc t'es encore plus vigilante. Ouais. Du coup, c'est ça? Ah, mais c'est intéressant ce sujet parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient forcément au courant, qui arrivent à faire ça parce que c'est difficile.
Moi, je sais que, tu vois, tu parles de pression ici. Moi, je sais que c'est plus au niveau du ventre, tu vois. Ouais. Mais c'est super récent que j'arrive à reconnaître. Et par exemple, avec l'exercice, avec la pratique, tu arrives même à reconnaître les effets avant-coureurs. Mm. Tu sais, avant que tu t'énerves. Par exemple, sur le terrain, tu vas commencer à dire, mais. Et puis après, penser, attends. Moi, je réfléchis pas comme ça d'habitude. Ah, Ouais. attends, je suis sous stress là. Donc ça veut dire pourquoi je suis sous stress. La situation, je sais pas, on est en finale de la Coupe des Pays de la Loire. Ok, c'est pour ça que je suis stressé. Ou, attends, on est à l'entraînement là. Pourquoi je suis stressé? Ah, je suis fatigué. Ouais. Parce que les facteurs mentaux, ça s'entraîne. Et que on n'est pas stable comme personne. En fonction des situations, parfois, il y a des choses qui nous altèrent. Ah, ok, je suis fatigué. Une fois que tu as conscience de ça, c'est beaucoup plus facile de prendre Exactement. des... Au moins, de savoir Mm. que t'es sous stress. Parce que souvent, comment tu peux gérer ton stress quand tu sais pas que tu es sous stress? Exactement. Quand tu conscientises pas, c'est compliqué. Mm. Ha. Et le deuxième truc dont tu as parlé, que je trouve super intéressant, c'est le fait de se concentrer sur la tâche. Et c'est exactement le même processus que quand tu vas sur la ligne des lancers francs. Si tu penses qu'il faut que tu marques, tu vas rater. Alors que si tu penses à, attends, s'il faut que je prenne la balle comme ça et que je fasse ça, que tu penses à ton geste, c'est presque de la visualisation en fait, que Mm. tu visualises ton geste, t'es concentré sur ce que tu dois faire pour y arriver et pas sur l'objectif du résultat. Parce que si tu penses à l'objectif, ça te sert à pas grand chose, tu sais pas trop comment tu vas faire pour arriver à cet objectif. Par contre, si tu te concentres sur comment faire pour arriver à cet objectif-là, ça dévie le cerveau aussi. Ça dévie le cerveau. Et c'est un peu les mêmes techniques au final. Ouais, complètement. Mais après, c'est des choses de bien personnelles, des fois, tu vois. Ce que je dis souvent, il faut trouver Bon ce qui truc à toi. fonctionne pour soi. Hmm. Ou même des fois, tu vois, sur un temps off, de penser à autre chose, de penser à quelque chose qui te réconforte ou comme un soutien moral, tu vois, un peu. Et Ça peut aider. tu dis quand les trucs qui réconfortent dans les méditations contre le stress et l'anxiété, c'est le genre de choses-là qui se passe. On te fait t'imaginer dans des situations positives. Mm. On te fait imaginer des souvenirs où tu es sur la plage, où tu es tranquille et automatiquement les muscles ils se relâchent sans même que tu aies rien d'autre à faire. Donc Mm. c'est une des techniques, mais des techniques il y en a plein, il faut juste Ouais, trouver la sienne. Et ça, en fait, c'est juste lié à la connaissance de soi. exactement. Et pousser les gens à les aider à mieux se connaître, c'est passionnant comme métier, hein. Ouais, c'est sûr, c'est la clé. Mais déjà, tu vois, le premier, c'est ouais, de reconnaître quand tu es sous stress. D'identifier tes émotions, ça c'est quelque chose, et il y a peu de personnes encore. On a tendance à tout enfouir et pas avoir conscience de ce qu'on ressent. Alors oui, et en plus, on a tendance à... J'ai pas le bon mot. C'est pas... J'ai le mot vilipender qui me vient, c'est pas un mot très... Mais on a tendance à stigmatiser, c'est ça le mot que je cherche, les personnes qui montrent leurs émotions Mm, aussi. c'est vrai. Peut-être aussi par peur ou par méconnaissance du sujet, alors qu'au contraire, on devrait valoriser ça et on a tendance à dire, bon, ouais, cette personne elle a la fleur de peau, alors qu'au contraire, faire sortir ses émotions, c'est vachement Mm, important. de fou. Et je pense qu'en en tant qu'arbitre, après, tu vois, le deuxième step, un peu, c'est ok, tu reconnais tes émotions, tu sais les gérer. Et après, c'est reconnaître chez les autres et comment réussir à l'aider à la gérer. Ça, c'est. Tu Les vois. autres arbitres, tu parles? Les autres arbitres et Ouais. après, les joueurs, les coachs, tu vois. Parce que faire redescendre un joueur d'une situation de stress, euh, ça va t'aider dans ta performance derrière, hein. Enfin, Oui, ou c'est dans ta sûr. gestion du match, en tout cas. C'est parce que et c'est un des points que je voulais aborder aussi parce que on a parlé de la thèse en disant que tu parlais d'enjeux individuels et collectifs et pourtant pour l'instant jusqu'à maintenant ça fait peut-être 20 minutes qu'on parle de la thèse et on parle de se connaître soi-même et comment on fait pour gérer son stress. Mm. Et du coup, comment on fait pour aider les autres à mieux gérer son stress? Et comment on fait pour travailler ensemble? Ouais. C'est quoi les recettes? Bah, déjà, il faut que la situation de stress elle soit reconnue collectivement. C'est-à-dire que chaque individu de l'équipe, ou en tout cas du binôme ou trinôme, reconnaisse une situation stressante. C'est-à-dire que l'évaluation elle doit être commune.
OK. pour pouvoir mettre quelque chose en place collectivement. Ensemble. Alors ça peut être une situation qui est stressante pour les deux, mais ça peut être également une situation qui est stressante que pour l'un, et reconnaître que cette situation elle est stressante pour le collègue. Parce que si tu sais pas que la situation est stressante, tu vas pas pouvoir mettre en place une stratégie pour faire face à cette situation-là. Donc c'est déjà évaluer la situation, et ensuite c'est trouver une stratégie. Alors ça c'est complexe, tu vois, il faudra vraiment aller dedans dans la suite des travaux, mais stratégie qui est efficace pour les deux, quoi. Enfin, ça peut être de l'aide, mais après, est-ce que c'est vraiment collectif si tu apportes juste ton aide, donc du soutien social? Pas forcément, c'est plutôt du coup du coping diadique, donc à deux. Ouais. Après, sur vraiment du stratégie collective, à voir ce qu'on met derrière. Il y a du travail. Ouais, ouais. Non, mais ça va être intéressant, mais c'est sûr, parce que c'est savoir si on retrouve ça dans l'arbitrage. Parce que ça a beaucoup été fait, les stratégies de coping collectif sur des équipes de basket, Ouais. mais peu au niveau de l'arbitrage. Donc, à voir comment ça peut prendre forme. Sachant que les dynamiques sont pas exactement les mêmes. Non, exactement. Tu vois, par exemple, sur la stratégie de désengagement, le fait de se désengager de la tâche, donc de partir, c'est plus compliqué en tant qu'arbitre de se désengager qu'en tant que joueur. Puisque par rapport à tes missions que tu as, aux responsabilités que tu as sur la rencontre, tu peux pas te désengager, tu peux pas dire, bon, ok, je pars. C'est pas possible. Un joueur, à la limite, il peut dire, j'arrête de jouer. Tu vas aller sur le banc, tu vas arrêter de jouer, quoi. C'est vraiment, c'est... Et puis quand tu dis désengagement, il y a le désengagement physique, mais aussi le désengagement mental. Ouais. Ça, tu De, peux l'avoir davantage. ouais, où en fait tu dis, Tu bon, laisses passer. exactement. Et comme arbitre, et c'est moins facile parce que t'as quand même la responsabilité du contrôle du match. Ouais. Ce qui est plus facile à faire en tant que joueur, tu te caches dans un coin, tu demandes moins la balle. Non, carrément. Sur les sujets en général, t'as parlé d'un truc tout à l'heure. Tu disais, par exemple, pour me tranquilliser, je pense à, ah, bah, attention là, il glisse sur l'écran ou il est en train de sortir, etc. Cette connaissance tactique là. Est-ce que toi, ça t'aide de savoir que, par exemple, je sais pas, sur les écrans-là, cette défense, cette équipe-là, par exemple, elle fait des steps agressifs. Ouais. Donc, tu sais que sur l'écran, bah, il faut que tu sois prêt. Parce que alors, ce qui est pas du tout pareil que s'ils défendent en protection, ou là où il faut que tu mettes les yeux, c'est plus peut-être sur le défenseur qui va passer l'écran, où il y a plus de pression, entre guillemets, pour qu'il revienne sur son attaquant, que sur un step où là, c'est plutôt lui qu'il faut regarder, c'est le mec qui va stepper, quoi. C'est des choses que tu utilises, du Ouais. coup. Mais ça m'aide Tu sur vas caisser. plusieurs points. Ça m'aide sur mon placement, où je vais pouvoir anticiper. Parce que je vais pouvoir me placer pour être à l'arrêt au moment où vraiment tu as des situations à juger. Et ça m'aide aussi sur les points de vigilance. Je sais où, ouais, comme tu dis, c'est ce que tu as regardé précisément. Alors Ouais. même si tu dois avoir une vision assez globale pour rien louper, mais tu sais où vont être les éléments importants lors de l'action. C'est des trucs que vous faites en formation, ça? Ouais, Sur la on, partie tactique? ouais, on le fait, et de plus en plus. C'est pour ça que moi, je dis beaucoup, regarder des matchs, essayer de, de parler avec des techniciens, ou si vous êtes plus joueur, vous êtes plus entraîneur. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que j'ai monté ce projet-là, en Pays de la Loire, que les arbitres puissent aller sur les séances d'entraînement quand ils sont plus joueurs et plus techniciens, parce que je pense que le fait de voir beaucoup d'images de basket et d'entendre les consignes techniques, alors elles sont diverses et variées selon les techniciens, selon les philosophies de jeu, etc. Mais déjà, tu t'imprègnes de ça et ça t'aide. Ça C'est t'aide sûr. énormément. Et aussi quand tu vas échanger, tu vois, tu vas être davantage à l'aise. Si tu rentres par l'aspect réglementaire, tu vas pas forcément tout de suite, c'est pas attirer le coach, mais tu vois, c'est comme une accroche dans un texte. Il y a une, Tu rentres par la technique, il va dire ok. Il il y va a une sorte d'avant. de crédibilité qui Ouais, rentre en jeu c'est un peu bizarre parce que ça devrait pas être comme ça, mais ouais, de respect peut-être un peu de, ok, lui, il comprend ce qui se passe. ouais, complètement. Tu vois, si tu dis coach là sur
sur le switch en défense, il vient accrocher. Tu vois, déjà, si tu rentres sur de la technique, il va dire, ok, il a vu ce qui s'est passé, et après, tu t'enchaînes sur le règlement, ok. Alors que si tu dis juste, d'un point de vue réglementaire, il a pas fait ça. Enfin, je veux dire, même moi, je l'entends, des fois, à un moment donné, il y a des arbitres où ils disent, oui, mais il y a un mismatch. Ils disent ça et tu dis, mais il était où le mismatch? Enfin, tu vois, faut vraiment être déjà calé sur ces aspects de la technique pour pouvoir échanger avec le coach et avoir une forme de, comme tu l'as dit, une forme de crédibilité Ouais. sur ce que tu prends. Alors, ce qui est un peu délicat parce que tu vois, du coup, on justifie, mais la justification souvent va dans un sens. C'est vrai qu'on demande beaucoup aux arbitres de justifier, pas forcément aux techniciens de justifier. Mais je pense que pour le bien du jeu, tu peux, tu vois, donner quelques mots comme ça pour expliquer rapidement pourquoi tu prends un call ou non. Quand tu dis on demande jamais aux techniciens de justifier leur choix par rapport à l'arbitre ou par rapport au spectateur ou dans quel sens tu Ouais, veux dire? quand en gros, quand tu prends une faute, souvent on te demande, ou un marché, peu importe, quand tu prends une décision, le technicien te demande de justifier pourquoi tu prends cette décision. Ouais. Mais jamais sur le moment du match, on va demander à un technicien pourquoi il a pris cette décision-là en live, tu vois. Ouais. Tu peux demander après, mais c'est un peu ce jeu de rapport de force, mais qui a été initié par le fait que en mettant une certaine pression sur l'arbitre, t'as tendance à vouloir qu'il signe d'une certaine manière pour orienter le jeu aussi. Ouais, mais ça c'est humain. C'est-à-dire Ouais, que complètement. c'est un côté un peu ouais, manipulateur d'une certaine façon, en pensant que si jamais je fais ça, je vais pouvoir tirer un avantage compétitif, quoi. Ouais. Mais on rentre un peu dans un jeu psychologique, tu vois, entre Ouais. les acteurs. Et ça, c'est important pour les arbitres de le savoir, de pas rentrer dans ce jeu psychologique-là. Parce que si tu rentres dans ce jeu psychologique-là, forcément, ça va t'impacter toi et ça va impacter tes décisions. Ouais, et puis il y a des biais cognitifs, et ça c'est pas, enfin, c'est naturel, tu vois. Il y a certains biais cognitifs en plus parce que je viens de faire une série sur ça sur la chaîne qui sont automatiques. Par exemple, tu vois, j'en ai deux trois en tête et je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais par exemple quand je vois une faute technique qui est sifflée Ouais. à un coach ou à un joueur, j'ai pas des chiffres exacts, mais très souvent sur l'action d'après, il y a un il y a un coup de sifflet bang bang qui tombe d'un côté. Et Ouais. c'est toujours du côté opposé de la technique, tu vois. Mais c'est un biais cognitif. Ouais. C'est-à-dire que c'est exactement le même biais cognitif que celui des fautes. Combien de fois j'ai entendu dans une salle de basket, ouais, mais il y a 5 fautes à 1. Et Eh ouais, mais vous êtes beaucoup plus agressif qu'eux. Et donc, bah ouais, vous faites plus de fautes, c'est normal. Mais il y a ce côté biais cognitif de, j'ai pas envie, parce que ça part d'une bonne intention, j'ai pas envie d'avantager une équipe. Mieux, j'ai pas envie qu'on me reproche d'avantager une équipe. Parce que je peux être conscient que j'avantage pas une équipe, mais je peux avoir peur qu'on me reproche d'avantager une équipe, ce qui est pas exactement pareil. Et donc, j'ai envie d'équilibrer. Et il y a rien de plus équilibré que quand tu regardes à la fin et qu'il y a marqué 20 fautes à 20. ouais, c'est Mais vrai, c'est un biais, ça. complètement. Mais c'est comme le biais quand tu sais, t'as un joueur qui est un peu dans la négociation tout le temps, qui vient et qui t'embête, tu vois. Et t'as envie de lui mettre une faute pour le calmer. Ouais, ou de pas lui siffler une faute, tu vois. Et ça, il faut éviter d'être dedans. C'est compliqué, tu vois, quelqu'un qui est sur ton dos tout le temps. Et donc, comme tu dis, soit tu vas lui prendre des fautes, parce qu'il t'énerve, soit tu vas pas siffler une faute pour lui. Mais donc, du coup, t'es plus objectif, tu rentres. Et là, c'est là En qu'il faut avoir émotion. conscience, je pense, de tes émotions. Ok, il m'énerve, mais il faut pas que ça impacte ton analyse. Ça, c'est dur, hein. Mm. Mais ça Parce apprend que, à le gérer, ouais. parce que pour être, en fait, t'as envie d'être impartial, mais à partir du moment où tu crées une relation où t'en as un, c'est naturel. T'as des gens qui te cassent les pieds. Mm. Et donc, rester impartial malgré ça, c'est super difficile. Complètement. Mais, enfin, c'est même pas mal de le dire. C'est juste que c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est humain, ouais, ouais, complètement. Et je suis sûr que c'est exactement la même chose avec les coachs. Quand il faut qu'ils choisissent entre des joueuses, il y a des joueuses avec qui ça se passe mieux que d'autres, ou des joueurs.
Et pourtant, il faut qu'ils soient impartiaux et justes avec tous. C'est difficile. Complètement, ouais. C'est difficile. Tu vois, outre ça, toi, il y a des sujets en tant que, puisque tu fais aussi de la formation d'arbitre, Ouais. c'est un sujet qui te tient à cœur. Il y a des sujets sur lesquels qui te paraissent importants et sur lesquels tu essaies d'insister avec eux et d'essayer de développer peut-être des choses qui se font pas ailleurs parce que ça te paraît important toi. C'est une question un peu ouverte, un peu Ouais. difficile. Je suis désolé. Euh, Qu'est-ce qu'on fait un peu de différent? Déjà, tu vois, on disait rapprocher les familles, mais nous, c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur. On le fait énormément sur les journées de formation. Souvent, on fait intervenir des techniciens sur les séances terrain. Alors, pas tout le temps, mais quand ils sont dispo. Parce que je trouve ça important mais pour les deux, hein. C'est-à-dire Ouais. que pour les arbitres d'entendre ces discours-là, et pour les techniciens de voir comment on fonctionne dans la formation des arbitres et de participer à cette formation-là. Euh, Après, on fait de la formation un peu d'analyse vidéo, mais on travaille un peu le règlement. Mais c'est pas le plus important, je pense que c'est les échanges qui sont importants avec eux pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent et les aider à trouver leur plus haut niveau à eux et donc les faire évoluer selon qui ils sont. Et surtout qu'ils essayent pas, je le dis beaucoup là, mais de prendre exemple sur quelqu'un parce que tu peux t'inspirer d'une personne, mais il faut le personnaliser à qui tu es. Tu peux pas jouer un rôle. Non, ça c'est sûr. Parce que t'es pas à l'aise et tu vas te mettre en difficulté. Et plus Après, le on les niveau de fait stress est assister élevé. à des matchs, tu vois. Parce que je pense que Ouais. vraiment c'est ça, c'est déjà de s'intéresser au basket avant de s'intéresser purement à l'arbitrage. Ouais. Donc ça, on le fait beaucoup. Tu vois ce que tu dis, ça me fait penser, j'ai vu une vidéo. Bon, j'ai vécu très longtemps en Espagne, donc forcément j'ai le côté un peu. Je suis un peu biaisé et puis je suis toujours. Et ils ont fait, c'est la ligue de basket qui a eu cette initiative que j'ai trouvée très marrante. En fait, ils ont pris tous les arbitres professionnels de Liga Endesa. Donc Ouais. ils étaient 20, je sais plus combien. Bon, peu importe. Je crois qu'ils étaient. Il y avait deux équipes de 12 en gros. Et ils leur ont fait faire un match où ils ont été entraînés par les joueurs de l'équipe de Valence. Ouais. Et en arbitre, ils ont mis trois entraîneurs professionnels de la Ligue Endesa. Ok. Il y avait Pedro Martinez, il y avait Ibon Navarro et il y avait Moncho Fernandez. Et c'était... Ouais, ils ont fait une vidéo d'une dizaine de minutes et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce que c'était fait dans un esprit où, en gros, tout le monde avait un rôle différent de celui qu'ils avaient normalement. Alors les joueurs, forcément, il y en avait que deux parce qu'il y a que deux entraîneurs. Ouais. Mais dans cette dynamique de, bon, pour les arbitres, enfin, voir là, parce que c'est une chose d'en parler, mais être confronté à la situation de l'arbitrage d'un entraîneur, par exemple, bah je trouve ça super intéressant, quoi, parce que leur vision à eux, on en parlait tout à l'heure d'avoir une vision différente, bah ça se voit même dans la façon d'arbitrer, quoi. Mm. Et bon, bien sûr, c'était très bon enfant. Et ils se sont beaucoup amusés. Mais je trouvais l'idée sympa. Et c'est toujours dans cette idée de trouver des façons différentes de partager ensemble pour arriver ouais, à des choses en commun, quoi. Ouais. Qu'on Trouver un arriver peu à, plus commun, ouais. parce que c'est ça l'objectif au final qu'on a tous, c'est d'essayer Complètement. de travailler le mieux possible ensemble. Complètement. Et, Et je pense que tu vois, d'améliorer les relations, ça va vraiment apaiser parce que entre un arbitre qui fait une erreur et qui arrive dans le relationnel, tu vois, à l'expliquer, ça va bien passer que quelqu'un qui prend peut-être une bonne décision, mais qui dans le relationnel, c'est compliqué, et dans la confrontation par exemple, mais il a beau avoir une bonne décision, ça va pas favoriser le match aussi. Donc je pense que les compétences relationnelles, émotionnelles, elles sont primordiales quand même. ouais, par rapport à ce que tu dis,
enfin, enfin, je vois pas comment tu peux reprocher à quelqu'un qui siffle un truc où tu dis, et il vient te voir et dit, excuse-moi, coach, j'ai fait une erreur. Mm. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? C'est ça. Tu peux t'énerver autant que tu veux. Enfin, ok, merci de l'avoir reconnu, quoi. Basta, on passe à autre chose. Exactement. Et pas être campé sur sa position, même si des fois tu sais que t'as la bonne réponse. Enfin, pour toi, c'est le bon jugement. Dire, ok, moi j'ai vu ça, peut-être que t'as vu différemment. Mais en tout cas, c'est parce que j'ai vu ça que j'ai pris ça. Ouais. Et donc, déjà, t'arrives pas en disant, moi j'ai raison, c'est ça qui s'est passé. Ça, tu le vois dans certaines rencontres où l'arbitre, il perd complètement le contrôle de ses émotions. Et s'il a pas de stratégie Se pour remettre sur ouais, se pied. remettre dedans. Et tu vois, là, le collègue, il est important quand même. Là, il peut être important. Mais tu plonges, et t'arrives à des situations où t'es complètement déconnecté de ce qui se passe. Tu sais Comment même tu, plus où t'es. comment tu fais dans ce genre de situation pour aider à tranquilliser quelqu'un? À part, parce que tu as parlé du coping tout à l'heure, c'est donner du soutien. Mais pour être plus proactif, comment tu fais? T'as déjà été dans des situations comme ça où t'as été avec un collègue qui était mangé par ses émotions? Vraiment. Oui, mais pas sur toute une rencontre, sur certaines phases. C'est des gestes d'apaisement où tu sais, le regard, montrer que t'es là, déjà. Et après, c'est essayer de trouver les mots pour qu'il passe à autre chose. Euh, Par exemple, parler d'autre chose. Tu sais, parler du next play, de ce qui va se passer ensuite, de se concentrer sur la suite du match et pas sur ce qui s'est passé. On aura Ouais. le temps de parler de ce qui s'est passé après, mais de le reconcentrer sur d'autres éléments, tu vois. Ça peut être se reconcentrer sur certains aspects du jeu. Ok, attention là sur les écrans. Tu vois, au lieu de dire t'as loupé par exemple un écran illégal sur cette action-là, plutôt dire attention sur les prochaines actions, le numéro 4 et le numéro 10, ils sont pas toujours stationnaires lorsqu'ils posent les écrans, point de vigilance là-dessus. Tu vas essayer de le reconcentrer sur certains aspects du jeu. Après, c'est pareil, c'est essayer de connaître le collègue, savoir ce qui marche avec lui, donc ça c'est un peu plus complexe. Tu vois, s'il est plus porté sur du soutien émotionnel ou sur de la reconcentration. Surtout quand t'as pas beaucoup travaillé avec cette personne-là, c'est difficile. Exactement. Ça, c'est vraiment le biais du basket aussi, tu vois. La limite où on change tout le temps nos collègues. Le hand, ils sont toujours avec le même binôme. Euh, Nous, ça change tout le temps. Alors oui, tu vas arbitrer peut-être 2-3 fois des fois avec le même collègue durant la saison, mais tu le connais pas parfaitement non plus. Donc, Ouais. Moi, j'ai touché un peu tous les sujets dont je voulais parler. Est-ce qu'il y a un truc dont j'ai pas parlé euh, que tu voudrais toucher ou j'ai été assez complet? ouais, t'as été quand même assez complet. Je pense qu'il y a un travail sur la féminisation à faire aussi, mais ça, c'est un sujet qui est encore plus large, enfin plus large, pas plus large, mais plus complexe aussi, tu vois. Alors, vas-y. Dans quel sens? Féminisation dans le sens qu'il faut plus d'arbitres féminines ou Il faut un truc un peu plus que, profond que ça? ouais, je pense qu'il faut plutôt que les femmes prennent conscience qu'elles ont les compétences pour pouvoir évoluer dans des postes à plus haute responsabilité. Tu vois, que ce soit sur l'arbitrage ou sur la technique. On n'a pas beaucoup de représentation pour l'instant. Ça, c'est un truc qui est... Moi, en tant que garçon blanc, parce qu'il faut le dire aussi, enfin, c'est un truc qui est pas évident à comprendre. Que t'as des gens comme toi un peu dans tous les postes. Donc c'est naturel de penser que tu peux faire quelque chose puisque tu vois quelqu'un qui te Ouais, ressemble. exactement. Et j'ai mis très longtemps dans ma vie à comprendre que, en fait, c'est pas comme ça pour tout le monde. Mm. Tout le monde n'a pas cette référence et de l'importance de savoir que, en fait, c'est même pas conscient, mais c'est juste de voir quelqu'un, tu te dis, ah, moi aussi, je peux le faire. Mm. C'est possible. Et- Ouais. Exactement. Et c'est pour ça que Lauriane, par exemple, Lauriane Dolt, c'est une référence et elle est importante parce que en fait, tu vois des entraîneurs féminines qui sont aussi en train d'arriver dans le monde des garçons et dont la référence c'était Lauriane quoi. Et avant elle, Lauriane, elle avait personne, ça n'existait pas.
Et donc c'est un mouvement qui est en cours, quoi. Et c'est pour ça aussi que moi je fais ça, pour donner la parole à des gens comme toi qui ont plein de choses super intéressantes à dire et aussi pour donner de la confiance à des gens qui peuvent être, je sais pas, écouter ça d'où, mais voilà, qui ont pas forcément confiance en eux et qui pourtant ont plein de compétences et plein de qualités et que c'est la compétence le plus important. Ouais. Et je pense que c'est important de bien s'entourer, tu vois. Parce que quand tu t'entoures, que tu as des personnes qui pointent ces compétences-là, qui te mettent un peu en valeur, euh, ça t'aide à reprendre confiance en toi et à savoir que c'est possible. Et, hum, et en effet, je pense qu'il faut une certaine solidarité pour pousser les gens à atteindre leur plus haut niveau ou être la meilleure version d'eux-mêmes possible, en tout cas. Ouais. Toi, en tant que femme, est-ce que tu as déjà senti des... Enfin, il y a eu des situations dans lesquelles tu t'es senti mal à l'aise par rapport à ça ou jamais? Si, quelquefois. Quelquefois, tu sais, quand... Alors après, est-ce que c'est dû au fait que tu sois une femme ou parce que la personne en face de toi estime qu'elle est supérieure? Ça, c'est toujours un peu... Parfois, c'est un peu lié, hein, Ouais, complètement. aussi. Donc, si, tu le retrouves. Après, c'est... Tu le retrouves dans l'arbitrage quand même, un peu. Parce que c'est un milieu au début qui a quand même des valeurs assez dures. Enfin, L'arbitrage? le sport Ouais, en lui-même, le tu vois. sport. Hmm. Et, et je pense que tu dois prouver plus que quelqu'un qui a déjà un peu les codes du milieu. Mais Toi, tu sens que tu as eu besoin de prouver plus que les autres? c'est compliqué à dire. Oui, parce qu'on a notre perception à nous et on sait Ouais, pas par rapport aux autres ce que les autres, ils ont eu à traverser. ouais. Je trouve des fois c'est plus facile de le voir de l'extérieur que quand tu le vis. Enfin, moi, j'ai cette impression-là, en tout cas. Que Ouais. quand j'observe des comportements, tu vois, ou des discours, je vois ces, ces stéréotypes, ces préjugés qu'on peut avoir. Quand t'es dedans, des fois, c'est plus complexe ouais, de les voir. Mais un peu quand même, hein. C'est plus... Après, on arrive sur un sujet qui est un peu compliqué en ce moment, c'est savoir si tu sais, de mettre vraiment des femmes pour mettre des femmes, c'est contre-productif aussi, tu vois. Faut mettre des gens compétents. Euh, faut mettre des gens compétents, mais il faut qu'il y ait une certaine représentation. Et en fait, je pense qu'il faut, c'est pour ça que je te disais, il faut travailler peut-être plutôt à la base sur montrer des exemples, dire que c'est possible, euh, pour que les gens se lancent là-dedans. Il y a eu plein d'études de fait, tu vois, même sur les études secondaires où les, les femmes, elles s'auto-limitaient dans leur choix. Alors qu'elles avaient les compétences, mais elles s'auto-limitaient. Et je pense que, tu vois, déjà, en faisant sauter un peu ce plafond de verre, là, ça aiderait. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pour faire évoluer les choses. Donc, complètement d'échanger. Et tu vois, c'est pour ça aussi que dans cette journée-là, elle n'est pas. Nous, on l'a pas fait que pour les femmes. Les hommes sont les bienvenus, tu vois. C'est pas. Hmm. C'est juste de lancer la discussion, savoir les problèmes qu'ont pu rencontrer certaines figures, certaines arbitres, certaines techniciennes dans ce milieu-là, savoir un peu leur parcours pour donner des modèles et pouvoir se construire un réseau aussi, je pense que c'est important. Pour savoir qu'on n'est pas seul. C'est une très noble tâche. Bon, on a déjà parlé pas mal, donc Ouais. je vais te laisser tranquille. Est-ce que t'as envie de finir avec un truc en particulier? Ou est-ce que le mot de la fin, c'est pour Le toi? mot de la fin. Euh,
sur quoi je pourrais finir. T'as le C'est droit de important de croire en soi et de saisir chacune des opportunités qui peuvent se présenter pour évoluer. Et que faut en permanence se poser des questions, s'auto-analyser, s'intéresser aux autres pour, euh, pour, euh, pour devenir la meilleure version de soi-même. Ouais. Merci. Merci à toi.